Bonjour. Donc on se retrouve pour continuer ce qu'on avait commencé le semestre précédent dans le droit administratif. On avait vu l'organisation de l'administration, la définition du droit administratif, la définition de l'administration, ce qui en découle après comme organisation, et on avait expliqué aussi pourquoi, c'est-à-dire pour établir la responsabilité de chacun au sein de l'administration. Et on établissait la responsabilité pour savoir qui fait quoi. C'est le plus important, et lui faire assumer après à chacun, ou plutôt faire assumer à chacun la responsabilité de ses actes. Dans ce semestre, on voit l'action, comment fonctionne l'administration et les modalités de son fonctionnement. On abordera donc ce thème avec deux chapitres. Le premier, il concerne l'acte administratif, c'est-à-dire l'instrument premier de l'action administrative, avec quoi elle travaille l'administration. En tant qu'élément important, parce qu'il est unilatéral, seule l'administration en décide et seule l'administration peut en assumer la responsabilité. Par la suite, on verra dans un second chapitre le contrat administratif. Le contrat administratif, il est, comme son nom l'indique, il intègre un autre élément, à savoir le contractant lui-même. Donc on n'est plus avec l'administration toute seule qui agit d'une façon unilatérale. Donc dans le premier chapitre, on voit l'acte unilatéral, et comme vous voyez sur le thème, l'action administrative se fait par l'acte unilatéral et par le contrat. L'acte unilatéral, il a ses éléments de définition. Comment on le définit? C'est l'acte qui change l'environnement de l'administration. Il est dit unilatéral parce qu'il émane de la seule volonté de l'administration. Il ne nécessite pas l'accord du destinataire, la personne ou les personnes concernées. Il s'impose à eux tout simplement. C'est son privilège qui est aussi celui de l'administration. Donc le privilège de l'acte qui s'impose de lui-même et le privilège de l'administration parce que c'est elle qui produit les actes administratifs. Ils ont plutôt des éléments constitutifs. L'administration ordonne dans le sens qu'elle met en ordre son monde et son environnement. Elle s'organise intérieurement elle-même et organise les administrés alentour. Et également dans le sens, c'est-à-dire elle ordonne dans le sens, elle donne des ordres. Sachant que l'un ne va pas sans l'autre, puisque les administrés doivent faire avec cet ordonnancement et subir ces ordres. Donc ils doivent supporter l'organisation administrative, les ordres qui émanent de l'administration et obéir à ces ordres. Est-ce cependant une dictature de l'administration? Non, nullement. L'acte administratif est justement géré par le droit administratif. Et l'on organise la production dans tous les sens, dans le sens large de l'expression. Il le définit avant même son existence. C'est-à-dire avant même qu'on produise un acte, le droit administratif a déjà décidé de qui fait quoi, qui décide. Et c'est pour tout l'élément, c'est le plus important dans l'organisation administrative qu'on a vu. On a vu l'organisation, ce que fait le chef du gouvernement, ce que fait le conseil du gouvernement, ce que fait un ministre, ce que fait dans la décentralisation le président de la région et les membres du conseil de la région, les conseils communaux et ce que font le président et les assesseurs et ainsi de suite. En plus des services extérieurs et les représentants de l'administration, les délégataires, ceux qui ont la délégation, les délégués de l'administration, qu'est-ce qu'ils font et comment ils agissent, comment ils interviennent. Donc c'est à chacun à son niveau. Il a un ensemble de compétences et chacun
il doit en assumer la responsabilité. Donc c'est ordonnant dans le sens qu'elle met en ordre son monde et son environnement, s'organise et organise les administrés, c'est-à-dire les citoyens autour d'elle, également dans le sens de donner des ordres, mais ce n'est pas ni l'anarchie, ni la dictature. On définit l'acte administratif, d'autant plus qu'ils sont très variés, par le qualificatif déjà d'acte unilatéral ne les englobe pas toutes. En effet, l'administration fonctionne avec d'autres éléments que l'acte administratif. D'autant plus, surtout dans son fonctionnement interne. Autrement dit, les responsables, pour gérer leur monde intérieur, gérer les fonctionnaires et la fonction publique, ils peuvent avoir besoin et ils produisent ce qu'on appelle les circulaires et les notes de service. C'est le train-train quotidien de l'administration. Chaque fois, chaque fonctionnaire, quand il arrive, il regarde le tableau où sont affichées les notes de service. Quand il y a du nouveau, par exemple, quelqu'un qui s'occupe de tel on fait, on dit le lendemain que vous allez vous occuper de la bibliothèque. Que ça change quoi pour lui? Rien du tout. Il s'occupait d'une chose, il va s'occuper d'une autre, et c'est le train quotidien. Quelquefois, on demande plus aux fonctionnaires, mais ça ne change rien dans leur situation, dans leur statut juridique. C'est ça le plus important. Elles changent les notes de service et les circulaires ne sont pas supposés changer les statuts juridiques. L'acte désigné ici, l'acte administratif, l'acte unilatéral, il a son importance parce qu'il change par définition l'environnement de l'administration. Soit il touche aux fonctionnaires, soit il touche à l'activité, soit il touche aux individus, les administrés, ceux qui ont besoin, ceux qui ont un lien ou doivent avoir quelque chose de l'administration. Ceux-là, quand il leur change leur situation, c'est un acte. Et c'est un acte qui doit être fait dans certaines formes, avoir un certain contenu, dans des règles précises. Sinon, il n'est pas légal. La légalité exige donc le respect de la procédure et de la forme de l'acte. Mais comme j'ai dit, les actes sont très divers. Et c'est cette diversité qu'on va revoir, ou plutôt voir ici. L'acte, il est dit unilatéral parce qu'il émane de la seule volonté de l'administration et s'impose aux administrés, ce qui n'est pas le cas des circulaires des notes de service. Elle concerne les fonctionnaires, le train-train quotidien de l'administration. Donc, l'acte, pour qu'il soit considéré comme un acte, il doit apporter un changement à l'ordonnancement juridique existant. Il change les situations des individus. Il touche aux droits et devoirs des individus. Ça, c'est un acte de l'administration. Quand l'administration fait quelque chose, entreprend quelque chose, et elle touche aux droits et aux devoirs des individus, à ce moment-là, on est face à un acte. Donc la définition de l'acte, la première définition de l'acte, c'est qu'il touche, il change l'ordonnancement, il touche aux individus, à leurs droits ou à leurs devoirs, ou les deux, et de ce fait, il se différencie de la circulaire et de la note de service qui, elles, ne font que tourner la machine administrative sans toucher aux droits et devoirs des individus, qu'ils soient fonctionnaires ou seulement usagers de l'administration. Donc il doit aussi être exécutoire. Ça veut dire quoi? Qu'il doit à un moment donné ou à un autre être exécuté. C'est-à-dire la mise en œuvre pratique de la décision administrative. Elle doit être à un moment donné ou à un autre mise en œuvre. Ça différencie de quoi? Ben des projets. Un projet d'acte, ce n'est pas un acte, ce n'est qu'un projet. Et de ce fait, on ne peut pas s'en plaindre devant le juge administratif. On ne peut pas dire l'administration souhaite faire quelque chose. Non, il faut qu'elle fasse quelque chose qui nous touche d'une façon ou d'une autre et qu'on
pour qu'on puisse voir le juge ou s'en plaindre au juge. Mais ce qu'elle a comme projet, ce qu'elle a comme vœu, comme politique à venir, qu'elle exprime, ce qu'elle va faire à l'avenir, ne constitue pas des actes. Donc il doit être exécutoire, c'est-à-dire susceptible de déterminer une exécution à un moment précis. Les vœux et les projets de décision des responsables de l'administration ne forment pas des actes administratifs en conséquence. Ils échappent donc, comme je viens de l'expliquer, au contrôle juridictionnel. La diversité des actes, ils sont nombreux. Ils sont constitués d'arrêtés de décision. Ces actes administratifs peuvent être différenciés de plusieurs façons. En français, on l'exprime soit arrêté, soit décision. En arabe, on dit qararat, point à la ligne. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une seule appellation, qararat al-idariya. Et l'arrêté et la décision n'ont pas une grande différence entre elles. Il y a les actes, dans cette diversité, il y a les actes réglementaires et les actes non réglementaires. Les premiers, ils s'apparentent à la loi. Ils sont anonymement consacrés, c'est-à-dire qu'ils touchent pratiquement tout le monde, la plus grande partie de la population, des administrés. Mais ils s'apparentent à la loi, ce n'est pas la loi. L'acte administratif vient souvent en exécution d'une loi. Autrement dit, la loi elle est supérieure, l'acte il est inférieur, la loi émane du Parlement, du pouvoir législatif. Et le règlement, l'acte administratif vient du pouvoir exécutif. Ce sont deux choses différentes. On dit on s'apparente parce que comme la loi il est anonymement consacré. Il touche l'ensemble de la population ou l'ensemble d'une grande catégorie de la population. Et de ce fait, on l'appelle réglementaire. Pourquoi? Parce que non seulement il émane du pouvoir exécutif, mais toute personne peut s'en plaindre devant la justice administrative. Il s'apparente à la loi, il est subordonné à la loi, il vient en exécution à une loi et il touche la majorité de la population ou toute la population et donc tout le monde peut s'en plaindre devant la justice. Parce que dans la justice administrative, il n'y a que ceux qui sont lésés directement par l'acte administratif qui peuvent s'en plaindre. Les personnes tiers n'ont pas intérêt. Le juge n'accepte pas. Je ne peux pas aller voir le juge administratif pour une décision qui touche le voisin ou qui touche quelqu'un d'autre. Non. Par contre, quand l'acte est réglementaire, c'est-à-dire qu'il est général, ben, tout le monde peut s'en plaindre parce qu'il touche tout le monde. Et c'est le cas, par exemple, d'une décision administérielle organisant les transports, par exemple, et qui s'adresse à tous les usagers de la route, les camions, les voitures, les autocars, et tout. Tout le monde, ça touche tout le monde, donc tout le monde peut s'en plaindre. Tous les usagers de la route, tous ceux qui utilisent la route. C'est comme le code de la route. Il est général, il touche tout le monde. Mais pas celui qui n'a pas de permis. Ça va de soi. Les seconds sont plus précis et nomment la personne ou les personnes concernées. On dit qu'ils sont, c'est la catégorie, on dit qu'ils sont non réglementaires. L'inverse des premiers. Les premiers sont réglementaires, donc général. Les seconds, ils sont non réglementaires et on peut aussi dire qu'ils sont personnels. Ils sont considérés comme tels, même quand ils visent un groupe d'individus, du moment qu'elles spécifient en détail les composants du groupe. On disait tout à l'heure, pour un acte réglementaire, il touche tous les usagers de la route. Mais un acte non réglementaire ou personnel, il touche un individu ou un ensemble d'individus précis. À ce moment-là, seul, c'est-à-dire quand on se pose la question, quelle est la conséquence juridique de l'acte non réglementaire, ben on dit, la réponse est simple. Seules les personnes concernées par l'acte peuvent s'en plaindre. Seules les personnes concernées par l'acte peuvent s'en plaindre. S'ils touchent les petits taxis, l'organisation des petits taxis à Oujda, ce n'est pas les taxis de Casa ou de Tanger qui vont s'en plaindre. Non, ça ne les regarde pas.
C'est juste un petit groupe. Et ce n'est pas les taxis, les grands taxis qui vont s'en plaindre, même à Oujda. Non, ça touche un petit groupe et ce petit groupe-là, il est concerné directement et donc il touche comme catégorie restreinte. Les actes aussi peuvent être différenciés par les actes permissifs et les actes impératifs. Qu'est-ce qu'on entend par là? Les permissifs, c'est comme son nom l'indique, ils permettent de faire quelque chose. Ils permettent de faire quelque chose. Les seconds impératifs, ils imposent de faire quelque chose. C'est toute la différence. Le premier, il permet, par exemple, dans un quartier donné, de construire des immeubles de 3 étages ou de 4 étages. Il le permet, c'est-à-dire que celui qui a les moyens de le faire, il peut le faire. Et celui qui n'a pas les moyens de le faire, il n'est pas obligé de le faire. Il a le droit de le faire, mais s'il n'a pas les moyens ou n'a pas l'intention de le faire, n'a pas d'intérêt à le faire, pourquoi? Personne ne l'oblige. Et de ce fait, comme conséquence juridique, l'acte permissif, il n'en a pratiquement pas. Personne ne va obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il a le droit de faire, mais qu'il ne veut pas le faire. Il a le droit de la faire, de faire cette chose, mais il ne le fait pas. Donc c'est son droit, c'est sa liberté. Donc les premiers permettent quelque chose, une entreprise quelconque, sans pour autant pénaliser le manque d'initiative dans ce sens, les personnes qui n'entreprennent pas cette action. L'abstention des individus pour une raison ou une autre n'est pas sanctionnée. L'acte impératif, non. Il oblige à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose. Donc une décision administrative permettant la construction d'immeubles de 6 étages dans un quartier est permissive seulement. Elle permet, parce qu'elle ne pénalise pas celui ou ceux qui n'ont pas les moyens ou ne veulent pas entreprendre un tel projet. La seconde catégorie donc, est différente. L'acte impératif impose à tous et à chacun, dans la situation clairement établie par le texte, de faire quelque chose ou de s'abstenir de le faire. Sans quoi, il reste une sanction. Donc, dans les deux cas, on peut être sanctionné. Si on doit faire quelque chose et on ne le fait pas, on est sanctionné. Si on ne doit pas faire quelque chose et on le fait, on est sanctionné. C'est ça l'important. Et l'acte impératif, donc, c'est la source la plus importante dans le contentieux administratif, parce qu'il nous oblige à faire ou à ne pas faire, et donc il peut toucher aux droits des individus, aux devoirs des individus. Et donc il crée un contentieux plus important, alors que l'acte permissif, il n'a pratiquement pas de contentieux. Les normes de sécurité prescrites pour construire un immeuble de 6 étages doivent être respectées par tous les constructeurs, obligatoirement, sans quoi ils seront sanctionnés, les constructeurs. Construire un immeuble de 7 étages dans une zone limitée à 6 revient au même. C'est une transgression des règlements en vigueur passible de sanctions graves. Parce qu'on vous a dit, on vous a autorisé à 6 étages, vous ne pouvez pas rajouter le 7e étage de votre propre volonté. Non. Vous devez respecter la réglementation. Et de ce fait, vous pouvez être gravement sanctionné, c'est-à-dire qu'on va vous obliger à détruire ce que vous avez construit d'une façon illégale. Donc, l'acte impératif, il s'impose dans l'autorisation et il s'impose dans l'interdiction. On vous oblige de faire quelque chose. Par exemple, vous construisez un immeuble de 6 étages, comme on l'a dit, vous êtes obligé de faire, c'est un exemple simple, des escaliers et un ascenseur, mais vous devez aussi faire des escaliers de secours. Sait-on jamais, il y a du feu dans un appartement, il touche les escaliers, les escaliers de secours, ils sont de l'autre côté, ils sont à l'écart, et ils permettent des gens qui sont en haut, au-dessus du feu, avant que le feu ne monte chez eux, de descendre de l'immeuble.
Et donc faire un immeuble sans secours, sans les escaliers de secours, c'est interdit. Donc vous avez l'obligation de faire. Ne pas le faire, vous êtes sanctionné. Autrement dit, l'administration, quand elle vient vérifier la construction, elle dit, si elle remarque qu'il n'y a pas d'escalier de secours, elle vous interdit de vendre ou de louer les appartements. Il faut d'abord mettre les escaliers de secours. C'est aussi grave, c'est aussi important. Un système contre les feux doit être établi. Ben, vous devez le faire. C'est un acte impératif. Il vous oblige à le faire. Et tout un ensemble d'éléments qui sont constitués ou qui sont posés dans ce qu'on appelle le cahier des charges. Vous avez dans le cahier des charges ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Même, c'est-à-dire ça rentre dans tous les détails d'une construction, les fils électriques, la dimension de tel et tel élément, tout est important. Donc ça, c'est les actes impératifs. Et c'est cela qui constitue le gros lot du contentieux administratif. Il y a aussi les actes explicites et les actes implicites. Les actes explicites formulent de manière claire et nette la volonté de l'administration, quelle qu'elle soit, positive ou négative. L'administration vous dit, vous demandez une chose, une autorisation, elle vous dit oui ou elle vous dit non. C'est un acte explicite, elle exprime sa volonté, elle le montre, quelle qu'elle soit, positive ou négative. Vous l'acceptez ou vous la contestez, c'est autre chose. Vous êtes au courant et vous avez la possibilité, comme je l'ai dit, de l'accepter ou de la contester. Vous pouvez la contester devant l'administration et plus tard devant le juge administratif si vous le voulez, si vous n'êtes pas satisfait. Le problème n'est pas là. Le problème, il est dans les actes implicites. C'est le silence de l'administration, en fait. Vous demandez quelque chose et l'administration ne vous répond pas. Vous attendez les délais, 1 mois, 2 mois, et vous n'avez toujours pas de réponse. Vous renouvelez votre demande et vous n'avez pas de réponse. C'est ce qu'on appelle le silence de l'administration. Ça pose problème. Ça pose problème parce que vous ne savez pas si l'administration est d'accord ou elle n'est pas d'accord. Elle ne vous a pas dit qu'il manque ceci ou il manque cela à votre dossier. Elle ne vous a rien dit. Vous devez l'interpréter comment? C'est un oui ou c'est un non? Auparavant, tant que l'administration n'a pas donné son autorisation, c'est un non implicite. Démené. Et ça pouvait durer dans le temps des années. Vous renouvelez, vous allez voir M. X, vous allez voir M. Y, vous demandez, on vous dit, ouais, c'est pas le moment, on a cherché, on va étudier le dossier, on n'a pas encore, on attend un expert, on a l'expertise, ceci ou cela. Et ça, c'était un élément important qui ouvrait un couloir de pénombre où pouvait s'immiscer la corruption. Autrement dit, l'administration, j'ai besoin d'exécuter un projet, l'administration ne me répond pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir M. X, M. Y, M. Z, et je demande qui est responsable, et je vais donner de l'argent à celui-là, donner de l'argent à l'autre, jusqu'à ce que je trouve la personne qui décide, et là, il faudra payer plus pour avoir l'autorisation. Donc, quand on s'en aperçoit, dans l'État moderne, dans l'État de droit, on ferme ce couloir de pénombre, on coupe court à la corruption et la tentative de corruption. On fait quoi? On va changer l'interprétation donnée à l'acte implicite. Donc, le manque de réponse de l'administration bloquait les initiatives économiques, créait un climat d'insécurité parce que les citoyens ne savaient jamais à quoi s'en attendre, puis l'arbitraire, puis la corruption s'immisçait par ce couloir. Mais il fallait décider de l'interprétation de la chose. L'administration donc, a établi la politique récente de l'administration et la modernisation de l'administration impose à l'administration de répondre
dans un délai précis, à savoir 2 mois, à toute demande des individus, des administrés. Et le silence de l'administration n'est plus interprété. La loi intervient pour nous dire que le silence de l'administration n'est pas interprété, n'est plus interprété comme un refus, mais comme une acceptation. Donc le silence de l'administration sur les demandes légalement fondées, doit être interprété par les administrés comme une réponse favorable. Vous voyez là que ça chamboule tout, ça change complètement la situation. L'administration, elle reçoit des demandes et elle doit répondre à ces demandes. Et si elle ne répond pas à une demande dans un délai de 2 mois, l'administré va en conclure que l'administration est d'accord. On l'a fait d'un côté pour soulager l'administration. Elle n'est pas obligée de répondre à toutes les demandes. Elle doit juste étudier les dossiers, les demandes, les éléments qui constituent la demande et voir si la demande est légalement fondée. Elle n'a pas besoin de dire oui, d'envoyer un courrier, de dire j'accepte ceci. Elle met de côté, parmi les dossiers acceptés, elle les met de côté. Et la personne concernée, si elle ne reçoit pas de réponse, au bout de 2 mois, elle dit « Ah, mon dossier est accepté, je peux entreprendre mon projet, le mettre en exécution. » Donc c'est une réponse favorable au silence d'administration. Et du coup, la responsabilité change d'épaule. Ce n'est plus l'administré qui se sent responsable vis-à-vis de la réponse implicite, le silence de l'administration. Il va chercher, rechercher à droite et à gauche, regarder le dossier, revoir le dossier, étudier, demander aux personnes de son non. Au bout de 2 mois, si l'administration n'a pas dit non, en justifiant pourquoi elle n'a pas dit non, et pourquoi elle dit non, ben, il peut entreprendre son projet. Mais imaginons un instant que la réponse aurait dû être négative. L'administration aurait dû lui dire qu'il n'a pas le droit de faire ceci parce qu'il manque tel élément dans son dossier ou dans son projet. Mais elle n'a pas répondu parce que le fonctionnaire qui s'en occupe était trop chargé ou n'a pas fait attention et la personne a entrepris le projet en interprétant le silence comme une acceptation. Qui est le responsable? C'est l'administration. Parce qu'elle aura autorisé d'une manière implicite, par son silence, la personne à entreprendre son projet. Donc c'est à elle d'en assumer la responsabilité. C'est à elle de trouver la solution avec l'intéressé. Ce n'est pas à lui d'assumer la responsabilité. Donc c'est le plus important dans la diversité des actes. Chacun, il a des conséquences juridiques différentes. Et c'est pour ça qu'on fait cette distinction, pour savoir quelles sont les conséquences de chaque type d'acte. On va voir après les caractéristiques de l'acte unilatéral. L'importance dans l'acte unilatéral étant avérée dans la mesure où, par principe, il change l'ordre juridique environnement, comme on a dit. Il change les situations des individus et les statuts des individus. Mais sachant que le droit existe pour nous assurer de la pérennité de l'ordre établi, ces changements ne peuvent avoir lieu que dans un cadre juridique strict, tolérable parce que favorable aux individus, sinon à la collectivité et par là à l'intérêt général. Parce que les éléments clés constitutifs de droits administratifs, comme on l'avait expliqué dans l'élément de S2, c'est l'intérêt général et après, l'utilisation de la puissance publique, les prérogatives de puissance publique. Et comme on l'avait expliqué, l'un est attaché de l'autre. L'administration ne peut utiliser les prérogatives de puissance publique que dans l'intérêt général. Personne ne peut l'utiliser à ses fins propres ou à les fins ou les besoins de ses collègues ou de sa famille. Non, c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'on peut utiliser les prérogatives de puissance publique.
Et donc, quand ça touche l'intérêt général aussi, personne ne peut s'y opposer. Une décision de l'administration qui cherche l'intérêt général, personne ne peut s'y opposer. Pourquoi? Parce que si il y a une opposition, si cette opposition n'est pas légalement fondée, l'administration peut utiliser la force, ses prérogatives de puissance publique, pour imposer sa volonté. Et donc, la définition même de l'acte en fait partie. Cette utilisation de la force, cette possibilité d'utiliser la force pour mettre en exécution la politique de l'administration. Donc l'acte, il est avéré dans la mesure où par principe, il change l'ordre juridique et environnant, et donc les situations et les statuts des individus, mais ce n'est pas l'anarchie. Il change les situations selon des normes précises, des règles de droit établies. Et chaque fois qu'on manque à ces règles, on peut revenir à la justice pour changer, pour annuler la décision administrative. Et l'administration, on assume la responsabilité. Donc l'élément essentiel qu'il faut retenir, c'est l'intérêt général et l'utilisation de prérogatives de la puissance publique. Le droit administratif, donc, encadre le droit, l'acte administratif, un moment avant même sa formulation. Pourquoi? Parce qu'avant même que l'administration ne décide ou ne pense à décider, le droit administratif, il nous a dit, il a prescrit, il a précisé qui décide. Et c'est pour ça que on disait auparavant, qui fait quoi? Personne ne peut utiliser ou user ou prendre la place de quelqu'un d'autre sans un texte. Et personne ne fait quoi que ce soit sans qu'il y ait un texte qui précise que c'est à lui d'agir, c'est à lui d'entreprendre tel acte ou tel acte. Donc toute l'organisation de l'administration est fondée sur ce principe. Si on a réparti les postes, les situations, et les statuts, c'est pour qu'on sache qui fait quoi à tout moment. Et quand on arrive on a une décision, on avale, on regarde dans l'administration, on sait, la décision administrative, on sait qui a décidé. Parce qu'on sait, même si on doit chercher, qui a l'habilité d'agir. Celui qui est compétent pour le faire. Et on dit qu'il n'y aura que M. X ou M. Y qui a fait ça, même s'il n'a pas signé. Donc le droit administratif encadre le dit acte avant même sa formulation, puis son contenu. Comment il doit être formulé, l'acte administratif, pour qu'il soit acceptable. Sa forme, comment il est présenté, et sa procédure, c'est-à-dire le cheminement qu'il doit prendre. Une décision au niveau de la faculté de Oujda, par exemple, elle doit passer, si elle émane du ministère, elle doit passer par la présidence de l'université et arriver à la faculté. Une décision aussi qui doit aller à Rabat, mais qui a été faite à la faculté de Oujda, à la faculté de droit ici, ne va pas directement à Rabat, au ministère de l'Éducation nationale. Non, elle doit passer par la présidence, et c'est la présidence qui la renvoie là-bas. Et au sein de la faculté, une décision importante, ce n'est pas le doyen qui la décide, c'est le conseil de faculté. Le doyen propose et au sein de le conseil, on prend la décision et on l'envoie, on suit la procédure, le cheminement à la présidence. Et au sein de la présidence, ce n'est pas le président qui décide tout seul. Il propose ça dans un conseil de l'université, on en discute et on valide ou on change quelque chose et seulement on l'envoie à Rabat, au ministère. C'est ça ce qu'on appelle la procédure. Donc la forme, c'est la présentation. Le contenu, c'est les éléments constitutifs de la décision, c'est-à-dire sur quoi on a basé cette décision. Après la forme, la présentation et après la procédure. Tous ces éléments sont importants dans la constitution d'un acte administratif. Faute de quoi, on dit qu'il y a vice de forme. Le juge peut dire qu'il y a vice de forme, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans la forme. Il peut dire qu'il y a vice de procédure, c'est-à-dire
qu'il y a un problème dans la procédure entreprise. Elle n'est pas tout à fait légale, ou elle devrait être différente. Et quand on dit vice de forme et vice de procédure, ce n'est jamais l'annulation de l'acte. On ne fait pas que si l'acte n'a jamais existé. Non. On renvoie, le juge renvoie à l'administration l'acte pour qu'elle change la forme ou la procédure, qu'elle respecte la loi et les règlements en vigueur. Par contre, quand ça touche la compétence, quand ça touche le contenu lui-même et les références juridiques de l'acte, c'est-à-dire sur quoi il est fondé, à ce moment-là, c'est trop grave. Le juge peut annuler et faire comme si l'acte n'a jamais existé. C'est toute l'importance des règles. Donc la compétence, c'est l'habilité d'agir. C'est elle qui a précédé tout acte. Pourquoi? Parce que le législateur, il a établi les règles et il nous a dit, préciser qui fait quoi dans l'administration. Quel est le rôle du Conseil du gouvernement, quel est le rôle du chef du gouvernement et quels sont les rôles de chaque ministre. Et dans le ministère, comme on l'a vu dans l'organisation, il y a les directions, il y a les divisions, et après les chefs de service, et ainsi de suite. Et ça va même comme dans la décentralisation. Quel est le rôle du président du conseil et quel est le rôle du wali, le contrôleur administratif au niveau de l'université. La loi nous a précisé à l'avance quel est le rôle du président, quel est le rôle du conseil de l'université, quel est le rôle du doyen de telle ou telle faculté ou le directeur de telle ou telle école et quel est le rôle du conseil de la faculté. Donc il nous a précisé à l'avance, il a établi la compétence de chacun et qui fait quoi. Et c'est ce qui permet après d'apprécier la légalité de tel acte ou tel acte. Donc la compétence, elle est installée, elle est dite auparavant, et c'est ce qu'on l'appelle aussi l'habilité d'agir. Celui qui a l'habilité d'agir dans tel domaine ou tel domaine. Ce n'est pas n'importe qui. Vous m'arrivez souvent dans une administration, vous demandez quelque chose, et on vous dit, ah non, vous allez voir monsieur X. Et souvent l'administré, il se met en colère. Ouais, je suis allé voir celui-là, il m'a dit allez voir l'autre, le premier étage. Je suis allé voir l'autre, il m'a dit non, 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 allez voir au bout du couloir. Mais ils ne le font pas exprès. Le fonctionnaire ne le fait pas exprès. Il vous dit d'une façon simple, il a l'habitude, il ne va pas l'exprimer peut-être juridiquement, mais il est en train de signifier que il n'est pas habilité à agir dans la question que vous posez. Ce n'est pas son domaine de prédilection. Il n'a pas compétence à agir. Donc mais il vous rend service en vous désignant la personne compétente en la matière. Tel fonctionnaire, quand il vous dit d'aller voir M. X, c'est M. X, peut-être 2 ou 3 personnes, le bureau en tout cas, ou les bureaux, qui concernent ce sujet en particulier. Donc c'est eux qui ont l'habilité d'agir, c'est-à-dire l'autorisation d'agir dans ce domaine, sur ce domaine précis. Donc elle est strictement délimitée par le droit, la compétence. Et non seulement pour éviter l'anarchie, mais surtout, on détermine comme ça la compétence d'une façon stricte pour établir après la responsabilité. Si on laisse n'importe qui décider n'importe quoi, quand il y a des problèmes, la décision pose des problèmes, on va demander qui a pris cette décision. Tout le monde dit « Ah, je ne sais pas. Ah non, moi je ne sais pas. Ah, regardez avec l'autre. Moi je ne sais pas, moi je n'ai rien fait. » Non. C'est ça l'anarchie. Par contre, quand on sait qu'on s'est établi d'une façon stricte, dès qu'il y a une décision qui pose problème, on sait automatiquement. C'est-à-dire les personnes concernées, les chefs responsables qui ont le pouvoir hiérarchique, ils savent parce qu'ils connaissent son administration que cette décision ne peut être prise que par X ou par Y. Et donc il va appeler X ou Y et vous dire mais qu'est-ce que vous avez fait comme décision là? C'est quoi ça? Même quand c'est en état de projet la décision, il sait que c'est M. X ou Y qui est en train de projeter
de prendre cette décision, et il va l'interpeller en tant que son responsable, son chef, et lui dire, mais là, vous faites n'importe quoi. Changez-moi tout ça. Par contre, si tout le monde fait n'importe quoi et chacun fait ce qu'il veut, ben on ne saura jamais qui a fait quoi. Et donc la compétence est stricte pour établir la responsabilité, qui fait quoi. Même au niveau, c'est-à-dire on est ici au bout du pays, mais on sait, c'est-à-dire selon la décision, qui a décidé à la capitale, quel service est concerné. Vous, moi, peut-être, on ne le sait pas au moment de la décision, mais on demande à quelqu'un de plus qualifié, il va dire, il n'y a que tel département, dans tel ministère qui peut prendre une décision pareille. Donc c'est là où il faut voir. Donc on a eu l'occasion d'étudier l'organisation administrative dans ses divers aspects, et chaque fois on a insisté justement sur les compétences liées à chaque fonction. Au sein de l'administration centrale, la hiérarchisation des fonctions et des pouvoirs reflète la hiérarchisation des compétences. Il en va de même au sein de l'administration décentralisée, comme je viens de l'expliquer, où chacun est confiné dans les fonctions que le législateur lui a attribuées. Il ne va pas chercher ailleurs. Le législateur, c'est-à-dire la loi, a précisé qui fait quoi, et donc on doit rester confiné chacun dans ce domaine de compétences. On n'a pas le droit d'agir à la place d'un autre, sauf autorisation expresse, autrement dit, écrite. On ne peut pas agir à la place de quelqu'un d'autre, sauf autorisation écrite, et que ce ne soit pas d'un subordonné, mais de quelqu'un de la même situation, le même statut, ou un chef hiérarchique. Et on avait défini le pouvoir hiérarchique et ce qui caractérise l'acte hiérarchique. Donc, les règles de compétence. Les règles évoquées dans ce qui suit se rapportent à la délimitation de la compétence dans son contenu, puis d'un point de vue territorial, et enfin dans le temps zaman. Notons tout de suite que seul un texte juridique, ça c'est pour le contenu, seul un texte juridique fonde l'habilité d'agir. Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer, sans un texte qui justifie la compétence de telle fonction ou telle fonction, personne ne doit agir. Personne n'a le droit d'agir. Et si elle agit, ça n'a aucune reconnaissance, ça n'a aucun effet juridique, parce qu'il n'est pas compétent. On dépose, on se plaint devant le juge administratif de l'incompétence de la personne ou du fonctionnaire. Ce n'était pas à lui de décider. Si le juge constate que c'est vrai, il n'avait pas à agir, ce n'était pas à lui d'agir, il annule la décision comme ça n'a jamais été. Donc, un texte fonde l'habilité d'agir, la compétence, qu'elle soit générale ou limitée. À propos d'un sujet ou à propos d'un ensemble du sujet, ça ne change rien. On n'improvise pas à ce stade. On est autorisé à accomplir tel acte ou pas. Et il faut ajouter ensuite que la hiérarchie administrative joue tout son rôle là-dedans. Le responsable doit respecter les prérogatives de ses subordonnés et vice-versa. Le responsable ne peut pas agir à la place de son subordonné, sauf dans des conditions strictes établi par le droit. Et le subordonné ne doit pas agir à la place de son chef hiérarchique. Ce n'est pas parce que le chef n'est pas arrivé aujourd'hui à son poste ou qu'il est en réunion ou en déplacement que le subordonné doit agir à sa place et à sa guise. Non. Il peut le faire dans le train-train, comme on a dit dans les notes de service, et dans le fonctionnement normal de l'administration, mais pas dans les actes. Ce qui touche au statut et aux situations juridiques, non. Chacun n'agit que dans le domaine qui est le sien. Le président de l'université, par exemple, ne peut pas agir à la place du doyen de la faculté de droit et de sciences. Ce n'est pas son domaine de compétence. Si le doyen est absent, il doit trouver un intérimaire, quelqu'un qui va le remplacer, le moment précis. Il peut même voir avec le vice-doyen pour lui prendre la décision, mais il ne peut pas décider de lui-même. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa compétence.
Et vice-versa, ce n'est pas parce que le président est absent que dans la faculté ici, ou celle des sciences, ou celle des lettres, ou dans telle école ou telle école, on va décider à sa place. Non. Chacun est lié à son domaine de compétence. Donc, nul n'est susceptible d'agir au nom et à la place d'un autre sans référence juridique établie. Autrement dit, on le verra, on peut agir par délégation. C'est une exception, stithna. Et là, il faut un acte écrit. Il faut que ça soit formulé par écrit. J'autorise M. X ou Mme Y d'agir à ma place dans tel domaine ou tel domaine. C'est toute la différence. Donc la compétence est liée à un statut, à un poste, à une fonction, et elle ne change pas, sauf exception légale. استثناء قانوني وليس استثناء اعتباطي. La compétence est délimitée dans l'espace également. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on l'avait vu dans la centralisation. Le ministre, le chef du gouvernement, ils ont une compétence générale au niveau de l'espace. Autrement dit, sur le territoire. Quand il prend une décision, un ministre ou le chef du gouvernement, un décret, il peut toucher tout le pays, toutes les personnes dans les pays, tous les administrés, toutes les administrations. Il a la compétence générale. Par contre, et c'est pareil pour les ministres, par contre, le chef, le président d'une commune, le président d'une région ne peut agir que dans le territoire qui est le sien. Le président de la région de l'Oriental ne peut agir que dans le domaine de la région de l'Oriental. Le président du conseil provincial, il ne peut agir qu'au sein de cette province. Il ne peut pas excéder cette province. Et c'est pareil pour la déconcentration. Les représentants des ministères au sein ou sur le territoire ne peuvent agir que dans les localités qui sont les leurs, déterminées géographiquement. On peut agir, c'est-à-dire le délégué local, il agit au niveau de la ville, le délégué provincial, il agit au niveau de la région, la province, et le délégué régional, il agit au niveau de la région. C'est-à-dire qu'il peut toucher les provinces constitutives de la région. Il peut toucher même les villes, les communes qui constituent les provinces au sein de la région. Mais il ne peut pas toucher à une autre région. Ce n'est pas son domaine de compétence. Donc l'espace est très important dans la délimitation de la compétence. Selon la loi, le ministre et le chef du gouvernement, ils ont une compétence générale au niveau de l'espace. Les autres, ils sont confinés dans les régions où ils sont responsables. Leur responsabilité s'arrête aux limites territoriales de leurs compétences et leur nomination. Donc la compétence est délimitée dans l'espace également. Si le ministre et les ministres ont une sphère de compétences qui englobe par principe le territoire national, ce n'est pas le cas de leurs représentants au niveau des régions, et encore moins au niveau des communes. La compétence du wali et du gouverneur, des chefs de services extérieurs sont cantonnées aux localités territoriales où ils exercent leurs fonctions. Les mêmes règles s'imposent au sein de l'administration décentralisée. Le président d'une commune urbaine ne peut en aucun cas agir au lieu et à la place du président du conseil provincial ou régional. Et l'inverse est aussi vrai. Le temps aussi délimite la compétence. Un responsable est habilité à agir dans la période durant laquelle il occupe son poste uniquement. S'il est promu, ses compétences changent en conséquence à la date de sa nomination effective. C'est-à-dire, le doyen, par exemple, qui est nommé président de l'université, au moment où il est nommé président, il cesse d'agir comme doyen. Tout ce qu'il entreprendra comme doyen,
Et nul n'est avenu, parce qu'il n'a plus la compétence du doyen. Il a une autre, la compétence du président. Le président, il arrive à la fin de son mandat, de sa nomination, qui sont 4 ans, s'il n'est pas reconduit dans un autre, il ne peut pas agir. Arrivé ces 4 ans, c'est fini. Tout ce qu'il entreprend, il ne lui est venu. Bien sûr, à ce moment-là, c'est-à-dire dans ces phases de changement, on parle de quoi? De liquider les affaires courantes, c'est-à-dire les notes de service et les circulaires, les affaires courantes. Ce qui a été décidé auparavant, on l'exécute et on s'arrête à l'exécution de ce qui a été précédé au moment où on était, où il y avait le droit, la personne avait le droit d'agir. Mais elle ne pourra plus agir, c'est-à-dire prendre de nouveaux actes. C'est ça. Elle agit en liquidant les affaires courantes, mais elle ne peut pas prendre de nouveaux actes. En aucun cas. C'est la compétence de celui qui vient d'être nommé. C'est pareil pour les mandats. Quelqu'un qui a un mandat d'élu au sein d'un conseil municipal, régional ou même provincial, à la fin de son mandat, tout ce qu'il peut entreprendre est nul et non avenu. Il n'a aucune importance juridique. Et si quelqu'un veut faire valoir une décision en dehors de cette date, de la date de l'illégalité, c'est-à-dire dans le cadre des 4 ans ou 5 ans du mandat, le juge il l'annule. Mais il n'avait pas le droit de prendre la décision. Vous pouvez lui dire, il était toujours président ou responsable. Oui, mais il s'occupait juste de liquider les affaires courantes. Il n'avait pas le droit d'engager soit le budget de l'État, soit de faire assumer à d'autres personnes de nouveaux droits ou de nouveaux devoirs, ou de leur conférer de nouveaux droits. Non, il n'avait pas ce droit. Il n'avait pas la compétence d'agir. Donc elle se limite, la compétence, elle est définie par la loi, elle se limite par le territoire, l'espace, et elle se limite par le temps. Une personne qui part à la retraite, c'est pareil. Si je pars aujourd'hui à la retraite, je ne peux rien plus entreprendre. Je peux à la rigueur ranger mes dossiers pour les mettre sous mon bras et partir, mais c'est tout. Toute décision que je peux prendre aujourd'hui est ni le nom venu. Hier encore, j'avais la compétence d'agir. Aujourd'hui, je suis à la retraite, je ne peux pas entreprendre quoi que ce soit. Tout ce que je peux entreprendre, où j'ai la prétention d'entreprendre, est nul et non avenu. Il n'a pas d'effet. Quand on dit nul et non avenu, ça veut dire qu'il n'a pas d'effet juridique, il n'a pas de conséquences juridiques, parce qu'il n'a pas de consistance, il n'a pas de légalité. Ce n'est pas légal, c'est illégal. Et donc ce qui est illégal est nul et non avenu. Comme s'il n'a jamais existé. Il en va donc de même pour les élus locaux. La fin du mandat électoral met fin aux compétences qui sont attachées au mandat. On s'aperçoit alors, et c'est le plus important qu'il faut retenir, que la compétence est liée à la fonction, pas à la personne. La compétence est liée à la fonction. Je donnais l'exemple du doyen par opposition au président. Il y a des fonctions qui sont donc la compétence, qui rentrent dans la sphère de compétence du doyen, et une autre qui rentre dans la sphère de compétence du président. Le doyen change, les compétences demeurent. C'est celui qui vient à sa place qui va agir à sa place, qui va mettre en œuvre ses compétences. Et celui qui vient à la place du président, c'est pareil, c'est lui qui va agir, qui va faire bouger l'administration, édicter des actes, prendre des décisions importantes. Mais c'est les mêmes compétences. Elles ne sont pas donc liées à la personne, parce que la personne aujourd'hui, elle est responsable, elle a les compétences. Le lendemain, elle n'est pas responsable, ou elle a une autre responsabilité, eh bien, il va prendre les compétences liées à sa nouvelle nomination. Et ces anciennes compétences vont être allouées à qui? À celui qui le remplace. Donc la compétence est liée à la fonction
Autrement dit, la fonction de doyen, la fonction de président de l'université, la fonction de président de la commune, la fonction de président de la région, mais aussi la fonction de ministre. Le ministre X, s'il s'en va, il a une autre nomination, ben c'est celui qui le remplace, qui va prendre toutes les fonctions. C'est lui qui va agir, qui aura l'habilité d'agir. L'autre, ça y est, il est parti, mais il a laissé ses compétences derrière lui. Ils sont attachés au statut du ministre, pas au ministre en personne, mais au statut. Donc c'est celui qui vient à sa place qui hérite de ses compétences. Et quand celui-là, il s'en va, c'est celui qui vient à sa place encore qui hérite de ses fonctions et de cette compétence. Donc c'est lié à la fonction et non pas à la personne. La personne, ce n'est qu'un instrument. Ce n'est pas la compétence, c'est juste l'instrument qui va utiliser les compétences. Et en changeant, c'est celui qui vient à sa place qui démarre. C'est comme dans une voiture. Il y a un qui conduit, il descend, c'est quelqu'un qui prend le volant, et bien c'est celui-là qui prend les décisions dans la conduite. C'est celui qui est au volant. L'autre, ça y est, il est descendu. Il n'est plus concerné. Il peut être nommé ailleurs et il prend d'autres compétences. Mais celles qui sont liées ou qui étaient liées à son ancien poste restent liées à ce poste. Et donc, c'est celui qui le remplace qui va les mettre en œuvre, qui va les utiliser. C'est son travail. C'est pourquoi il a été nommé. Les dérogations et infractions aux règles de compétence, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Bonjour. Donc on reprend pour les dérogations et infractions de règles de compétence. Il faut savoir que le droit positif en général, quand il pose une règle, il laisse toujours, ou il crée toujours des exceptions. C'est-à-dire qu'il ouvre une parenthèse pour que le système ne se bloque pas. Il y a toujours des moyens de contourner la règle ou d'exécuter la règle, mais d'une façon différente. Donc c'est ce qu'on appelle les exceptions. Et il y a dans les règles de compétence, comme on les a, c'est-à-dire on l'a montré qu'ils étaient stricts. Ils étaient stricts, mais dans l'application normale, dans le comportement normal dans l'administration. Ceci dit, il peut y avoir des blocages parce que une personne qui doit décider s'absente ou est absente, on ne va pas bloquer le système, on ne va pas dire l'administration ne fonctionne pas ou tel service ne fonctionne pas parce que le responsable n'est pas là ou il est malade ou il est parti en congé. Ben non, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Et de ce fait, le droit, comme je dis, positif, il a laissé à chaque décision, il laisse une parenthèse, il ouvre une parenthèse pour créer des exceptions, des situations exceptionnelles dans lesquelles on peut agir en l'absence de la possibilité d'agir dans la règle initiale. Ici, dans la compétence, on parle de dérogation et infraction, surtout les dérogations portées aux règles de compétence. Les dérogations, comme je l'ai dit, ce sont les exceptions aux règles établies. Les infractions, elles, c'est quand il y a défaut, quand la compétence n'est pas justifiée, n'est pas établie. Alors que la dérogation, ce sont des exceptions définies par la loi qui permettent de faire fonctionner le système, même en l'absence des personnes concernées. Les personnes qu'on disait que la loi, le règlement précise que c'est elle qui décide. Elle peut, pour une raison ou une autre, ne pas décider et laisser quelqu'un d'autre agir à sa place. Et cela, les premières donc sont les exceptions établies par le droit afin de laisser une